Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois. Merci de votre fidélité à l'émission Droit à la parole. Bon gré mal gré, nous faisons notre chemin dans cette ambiance difficile qui caractérise ces débuts de transition, vous le savez. Nous voulons arriver à bout de cette transition, mais nous voulons aussi en même temps faire justice aux nouvelles idées. Les nouvelles idées appellent certainement des nouveaux hommes, mais il y a aussi des hommes que nous connaissons qui ont de nouvelles idées, et nous allons faire justice à une nouvelle idée aujourd'hui. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Atundu Liongo, qu'on ne présente plus, figure connue sur la scène politique, mais aujourd'hui, il a une nouvelle idée, en fait, une nouvelle action, une nouvelle perspective. Voilà, un homme du passé, un homme de l'avenir, un homme du présent. Nous allons essayer de le découvrir dans cette émission. Bonsoir, M. Atundu. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté cette invitation, ce plateau, pour parler de votre parti, parce qu'il s'agit de la mise en place d'un nouveau parti. Mais avant ça, vous avez aujourd'hui 55 ans, vous ne le paraissez pas, félicitations. Merci. Vous êtes candidat en philosophie Lovanium, licencié en droit à l'INEKI en 113. Vous êtes officier des renseignements, ce que beaucoup de gens ne reconnaissent pas souvent en public. Diplomate à Paris et Bruxelles de 77 à 82. Administrateur général de la sécurité extérieure. Vous devenez DGA de la GECAMINE Exploitation, donc là nous sommes dans les Katanga, et puis vous devenez PDG de la GECAMINE Commerciale, et enfin le poste que nous connaissons parmi les tout derniers, vous êtes conseiller technique du président de la République à l'époque, le président Mobutu. Secrétaire permanent du comité des offices, de bons offices pour la facilitation et les concessions nationales, là nous sommes en début de la guerre, et puis aujourd'hui vous êtes président national de la Convention pour la démocratie et la République, février 2003. La première question qui me vient à l'esprit, au-delà de l'idée que vous venez de mettre en place en mettant ce projet de société, mais c'est la question, est-ce que c'est un positionnement ou c'est une nouvelle intuition? Est-ce qu'un homme qui a un tel parcours peut-il encore produire de nouvelles choses? Bon, j'en profite d'ailleurs pour faire une mise au point de le départ. Oui. Je ne suis pas un homme de passé, un homme du passé, je suis un homme d'expérience. Et c'est grâce à cette expérience que je suis porteur d'un certain nombre d'idées nouvelles et novatrices. C'est cela qui me permet aujourd'hui d'être là, et c'est une façon de répondre à votre question. C'est grâce à cette expérience du passé que je peux faire une projection réaliste et plausible sur l'avenir. Tout à l'heure, j'ai parlé de votre âge, et choses que j'ai fait par ça souvent dans cette émission, mais j'y reviens quand même parce que vous paraissez vraiment jeune, vous ne faites pas les 55 ans, et tout en cherchant à vous contacter, je vous ai trouvé au terrain de golf. Pour vous, le sport est important? Mais le sport est un élément stabilisateur. Je suis d'une certaine formation, je suis d'une formation gréco-latine où l'on nous disait toujours « mens sana in corpore sano ». Il faut que l'intelligence habite un corps sain, une bonne intelligence. Et donc, personnellement, chaque jour, je consacre au moins 1h30 au sport. Merci donc de ces conseils que vous donnez en filigrane à ceux qui nous suivent. C'est vrai que vous êtes un homme d'expérience, mais cette expérience, en tout cas, elle a été manifestée pendant une période sombre de notre histoire. Ici, vous reconnaissez que les 32 ans du règne du maréchal Mobutu n'ont pas été roses pour l'ensemble de l'histoire, et c'est pendant ces années-là que vous avez eu votre expérience. Quel type d'expérience on peut avoir dans une telle période? Mais d'abord, question de précision. Les 32 ans du règne de maréchal Mobutu n'ont pas tous été sombres. J'ai revu encore il y a quelques jours un reportage d'une télévision suisse dans les années 70 où on faisait l'éloge de l'économie, où nous avions un taux de développement de 2 chiffres presque. Et donc non, évidemment c'est une question, donc c'est un ramassis de 32 ans. Les 32 ans ont été de fortunes diverses. Et à la vérité, la descente aux enfers, c'est-à-dire la fin, le déclenchement de la fin du régime a commencé dans les années 85, lorsque le maréchal était en réalité au fait de son pouvoir, qu'il avait pris toutes les initiatives qu'il voulait, et que donc il se considérait installé, il pouvait vivre tranquillement. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un certain laxisme et que nous avons débouché dans ce qui nous est arrivé. Alors, je regarde votre carrière, vous êtes diplomate, vous êtes un homme de renseignement,
Vous êtes un homme de l'ombre, un peu un homme de l'ombre, pendant une grande partie de votre... Je le fus. Voilà. Alors de l'ombre à la lumière c'est la lumière des partis, la lumière des idées, parce qu'aujourd'hui vous êtes obligé d'exposer vos idées pour que les gens puissent les critiquer, pour que les gens puissent adhérer. Mais comment vous faites ce passage sur le plan philosophique? Comment vous décidez de faire un parti politique alors que vous pouviez simplement mettre votre expérience à la disposition, par exemple, de l'administration publique qui a besoin des animateurs des entreprises publiques, parce que vous connaissez la GECAMINE, vous pouviez aussi aujourd'hui chercher un chef des renseignements pour le pays, vous aurez pu faire ça, mais vous décidez de faire autre chose. Pourquoi? Vous savez qu'une décision est toujours un moment critique d'un processus de maturation. En réalité, la décision de faire de la politique, je l'ai prise en 1996, lorsque j'ai été remercié des services de renseignement. Le maréchal Mobutu m'a appelé pour me demander qu'est-ce qu'on peut faire. Il pensait certainement que je voulais rentrer dans une entreprise publique ou bien reprendre des services ou entrer dans, je sais pas moi. Et je lui ai dit que je voulais faire de la politique et je voulais m'occuper de sa campagne future. Il a marqué un temps d'étonnement et puis il m'a fait un test. Écoutez, allez, revenez dans une semaine avec votre vision de ce que c'est qu'une campagne présidentielle. Eh bien, je suis parti, j'ai réuni certains amis. Aujourd'hui, nous sommes éparpillés. Certains sont dans le RCD, d'autres avec M. Zaidi, le MLC, etc. Nous nous sommes réunis et nous avons produit un document dont le thème principal était la reconstruction nationale. Parce que le débat était, fallait-il parler de l'unité nationale, qui est un peu le symbole de Mobutu, ou de la réconciliation, de la reconstruction. Nous nous sommes dit, eh bien, l'unité nationale, la plupart des gens ne savent même plus ce que c'est. On le vit, on l'a trouvé. Et donc, parlons de la réconciliation, parce que le pays est détruit et qu'il faut reconstruire. Et reconstruire avec la même personne. Et voilà... et là, ce projet... l'idée de faire la politique. Alors, en fait, la politique, on ne vous voit pas très bien directement aujourd'hui, mais on vous voit quand même dans un comité de bons offices. C'est encore un peu les appels de l'ombre, parce que là, c'est un travail souterrain. Vous savez, une nature que vous ne voulez pas abandonner. Oui, bien sûr, mais vous savez, il faut toujours préparer l'opinion, les gens à recevoir même les bonnes idées. Je ne pouvais pas passer impunément de l'ombre à la politique. De Mobutu, je ne sais pas moi, l'indépendance tout court. Et donc, j'ai fait cette étape intermédiaire où j'ai mis à profit mon expérience, mes relations. Je n'étais pas seul d'ailleurs, avec le président Ndaka, d'heureuse mémoire. Eh bien, tous les deux, nous sommes des anciens de service. Nous avons donc décidé de faire œuvre utile grâce à nos relations, grâce à notre expérience, n'est-ce pas, prévenir. Parce que le comité de bons offices est d'abord un groupe de gens qui prévenaient le chef de l'État, Kabila, et surtout ceux qu'il avait mis au pouvoir, notamment le président Museveni, de la nécessité d'instaurer un dialogue politique au sein de la classe politique si on ne voulait pas déboucher sur une guerre. Eh bien, je vous parle là nous étions en juin 1998. Eh bien, 2 mois plus tard, la guerre a éclaté, nous donnant raison. Donc vous avez une certaine expérience. Alors, parlons politique, parce qu'il s'agit de la politique, il s'agit des idées. Pourquoi vous n'avez pas adhéré à un autre parti? Vous avez aussi les cultes du chef, du grand chef, le culte de fondateur? Non, je n'ai pas le culte de fondateur. Cela aussi, c'est une idée qui remonte à l'histoire. En fait, j'avais décidé, avec un groupe d'amis, de créer un nouveau parti. À l'époque, ça s'appelait déjà Convention pour la démocratie et la République, tout simplement à cause d'une certaine expérience malheureuse, personnelle, que j'avais eue au sein de l'entourage impair du maréchal Mobutu. Alors je me suis dit, avec un groupe de jeunes, disons, nous les jeunes, nous devons former une force novatrice, une force nouvelle. Et c'est cette idée-là qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Nous avons, pendant l'exil, nous avons mûri ce projet de société, le statut de la Convention pour la démocratie et la République. Et donc, comme je me suis retrouvé seul finalement,
Les autres sont partis qui au RCD, qui au MLC, qui aux États généraux de l'opposition. Eh bien, j'ai regroupé d'autres jeunes gens, plus jeunes que moi. Nous avons partagé cette vision ensemble, qu'ils ont enrichi et probablement par le fait de l'âge, ils m'ont fait le privilège de présider. Évidemment, nous allons aller en profondeur de ces idées. J'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que j'allais faire justice à une nouvelle idée, parce que ce sont les idées qui construisent le monde. Évidemment, nous allons demander à la réalisation de nous balancer les quelques éléments que nous avons eus de quelques gens qui vous ont suivi, qui vous suivent encore aujourd'hui. Ce sont des jeunes, une dame et un homme. Ils nous répondent, ils nous disent pourquoi ils font la politique, mais surtout aussi, qu'est-ce qu'ils trouvent d'original dans votre parti. Suivant. Maître Kati, merci d'accepter cet entretien. Vous êtes juriste, avocate, et vous acceptez aujourd'hui de militer, d'entrer dans un parti, même au plus haut niveau. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à faire la politique, alors que beaucoup de femmes n'aiment pas faire la politique? C'est vrai, beaucoup de femmes n'aiment pas faire la politique. C'est une erreur. Mais je me dis, en tant que juriste, les études que j'ai faites, et avec mon métier que j'ai fait, je peux aussi apporter un plus. C'est pourquoi ça me pousse aussi à faire la politique. Mais pourquoi les CDR et non un autre parti? Parce qu'il y a beaucoup de partis, mais là, vous acceptez de commencer une nouvelle aventure dans un nouveau parti. Pourquoi? Bon, j'ai préféré les CDR parce que l'homme qui est à la tête, M. Atundu, je le connais. C'est un homme qui a travaillé pendant la Deuxième République. Et les objectifs du CDR répondent à mes aspirations, à ce que je voudrais que les Congos de demain deviennent. C'est pourquoi j'ai adhéré au CDR. Justement, vous avez cité M. Atundu Diongo, mais il a été quand même parmi les représentants de la Deuxième République, c'est-à-dire qu'il a travaillé. Ce n'est pas une faiblesse pour un nouveau parti de prendre une figure déjà quand même connue? Pas du tout. Au contraire, je me dis, M. Atundu, il a été plusieurs fois un homme d'État. Il a été un homme d'État dans ces pays. Il connaît les faiblesses, il connaît aussi les points positifs. C'est un homme qui sait maintenant dire que non, je dois faire ça pour que ça aille. Je ne pense pas que ça peut être un homme de trop. Alors pour ceux qui voudront venir vers vous, quel message vous pouvez lancer, surtout au monde de la femme, parce que vous savez que la femme s'engage très, très lentement dans la politique aujourd'hui. Quel message vous avez? Bon, les messages que je peux adresser à la femme. Oui. Moi, je dirais aux femmes de s'impliquer aussi dans la politique. Chaque fois, on dit que la femme, comment dirais-je? Je dirais aux femmes de s'impliquer et de ne pas se considérer comme faibles, de lutter ensemble avec les hommes, et ça ira. Monsieur Fabien Boko, merci d'être avec nous sur ce plateau. Aujourd'hui, un nouveau parti vient de naître et vous en êtes parmi les principaux animateurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que le CDR, c'est un parti de plus dans cet aéropage politique? Qu'est-ce qui fait sa différence aujourd'hui? Merci beaucoup d'abord, Monsieur Ouli, pour la parole que vous m'accordez. Je ne sais pas si c'est un parti des troupes par rapport à quoi, étant donné que du point de vue de droit d'abord, la Constitution de notre pays a prévu un multipartisme intégral, donc ce qui donne la possibilité à tout celui qui a une ambition de pouvoir constituer un mouvement politique pour la conquête du pouvoir. Mais pour ce qui est de la CDR, ce n'est pas un parti des troupes, parce que comme on dit, une bonne nouvelle, une bonne idée n'est jamais de trop. Et c'est un parti qui vient apporter une alternative par rapport à tout ce qui est toujours court dans notre pays généralement, parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des partis qui existaient se sont constitués simplement pour des contestations, pour des oppositions un peu presque stériles. Mais la CDR vient avec une innovation en ce que, non seulement qu'il prône en tant que parti politique une nouvelle gouvernance, une autre façon de gouverner, dans son slogan qui est « gouverner autrement », mais également apporte une alternative dans les idées qu'il propose de la nouvelle façon de gérer la République et d'apporter des solutions à tous les problèmes qui écument et qui émaillent notre pays. Donc, c'est en cela que nous estimons que c'est un parti qui a le droit de citer comme tout autre, mais qui vient avec une marque de différence qui n'est pas le cas ailleurs. Mais justement, laquelle? Quelle est cette marque-là?
Oui, la marque de différence, comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est que la CDR, en tant que parti politique, est dirigée d'abord par quelqu'un qui est de notoriété, a fait ses preuves dans ce pays par rapport à son expérience dans l'administration de notre pays et dans différents services qu'il a eu à assumer. Il a fait preuve d'une certaine compétence, d'un éclectisme et surtout d'un savoir-faire. C'est ce qui fait que ces idées ont apporté quelque chose de nouveau dans les cheminements politiques, ce qui fait que nous devons aujourd'hui chercher à prendre le problème qui se pose dans notre pays, les étudier minutieusement et apporter des solutions conséquentes pour arriver à endiguer définitivement, n'est-ce pas, les maux qui caractérisent l'échiquier politique de notre pays. Il y a des questions qui ne sont plus tabous dans notre parti, comme les questions relatives à la nationalité, où au sein de la CDR, on prend pour l'ouverture de la nationalité congolaise, qui ne peut plus demeurer une exclusive, alors que tous les autres partis, je fais procès d'aucun autre, n'ont toujours jamais pris les responsabilités pour se décider et lever une option par rapport aux ambitions qu'ils peuvent avoir pour l'avenir de notre pays. Donc, au sein de la CDR, nous brisons les tabous, nous traitons déjà une question comme celle-là, au peuple éventuellement de pouvoir apprécier de ce qui sera l'avenir de son pays. Parti de masse ou parti d'élite? La CDR, c'est un parti de masse, parce que c'est un parti qui cherche à conquérir le pouvoir. Le pouvoir, on ne peut pas le conquérir rien qu'avec une caste d'élite. Il faut chercher nécessairement à obtenir l'adhésion de la population dans son ensemble, parce que c'est à lui qu'appartient, n'est-ce pas, l'essor de la décision pour pouvoir promouvoir les leaders d'aujourd'hui du parti qui seront demain les responsables de la République au sein de l'establishment, si je peux m'exprimer en ces termes. Alors, par rapport à vous-même, quelles sont les concessions que vous vous accordez pour exister, parce que vous ne pouvez pas exister autrement si vous ne concédez pas quelque chose dans l'espace actuel? Vous êtes prêt à des alliances aussi? Bon, les alliances utiles, bien entendu, nous sommes prêts à certaines alliances, mais pas n'importe lesquelles. Mais pour l'instant, nous sommes un parti qui est en train de naître, mais qui a germé d'abord dans l'idée de son président depuis plusieurs années. Il a essayé de travailler dessus. Nous l'avons rejoint là-dedans pour essayer de lui prêter main forte par rapport à la grandeur des ambitions qui les caractérisaient. Nous devons d'abord nous implanter, comme c'est le cas aujourd'hui, à travers la République, pour nous affirmer et faire remarquer aussi notre identité en tant que parti CDR. Et s'il y a des alliances éventuellement à former dans les jours à venir, quand il y aura des grandes échéances électorales à négocier, nous apprécierons. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'engagement politique dans le milieu des jeunes est contesté, dans la mesure où beaucoup de jeunes estiment que la politique, ce n'est pas une bonne activité. Et vous qui êtes jeunes et qui prenez comme ça les torts par le col, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message aux jeunes pour qu'ils puissent venir, peut-être vous rejoindre, mais sinon s'impliquer dans la politique? Non, je pense que la politique n'est pas une affaire de génération. La politique, c'est une affaire de tout le monde. On dit que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle au moins s'occupera de vous. La jeunesse a tort de penser que c'est une affaire qui doit être laissée à une certaine génération, parce que la jeunesse d'aujourd'hui constitue le Congo de demain, le pays de demain. C'est à elle de savoir examiner avec profondeur les grands problèmes de l'heure pour arriver à travailler pour le résoudre demain. Parce que nous nous sommes rendus compte que la classe politique de notre pays, depuis l'accès à l'indépendance de notre pays en 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas brillé, outre mesure que par une sorte de médiocrité. Et aujourd'hui, le pays a eu peut-être l'avantage d'un renouvellement de sa classe politique, avec des cadres jeunes, des cadres politiques, des responsables jeunes, qui donnent une certaine impulsion différente de celle que nous avons vécue hier. Je pense que c'est une responsabilité importante. Moi, j'appelle à tous les jeunes de notre pays de penser un seul instant
qu'aujourd'hui, qui demeurent les éternels enfants, et qui ne sachent pas se prendre en charge, quel sera leur sort demain? Et donc la prise en charge n'est peut-être possible que par sa propre responsabilisation. Et moi je pense que pour qu'on puisse se responsabiliser le mieux possible, il faudrait soi-même être acteur pour réparer et donc arranger ce qui est bon pour l'avenir du pays. Donc la jeunesse est à même de le faire. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Certainement, mon invité est heureux d'avoir déjà, par ses propres paroles, en ses premiers pas, attiré des gens de qualité. Merci donc pour cela et pour la République. Nous espérons qu'ils seront des grands cadres. Voilà, nous revenons un peu à ce parti. Vous savez, la lecture des textes des partis politiques est souvent ennuyeuse parce que généralement les partis disent la même chose. C'est toujours la même chose qui est promis au peuple. Mais ici, je prends le taureau par les cornes. En lisant les dépliants, vous dites gouverner autrement. Quelle grande prétention. Mais ce n'est pas une prétention hors de portée. C'est une prétention tout à fait à notre portée parce que, en réalité, ce qui fait la différence dans la gestion de la communauté nationale, c'est deux choses. L'idée de base, ce qu'on appelle la philosophie de gouvernement, et la façon de traduire cela. Alors ici, chez nous, je crois que ce qui est le plus important, à part l'idée de base, c'est la façon de gouverner. Aujourd'hui, je ne vois pas de différence de nature entre la gestion du maréchal Mobutu, sa façon de gouverner, et la façon actuelle. Il y a eu juste mutation des personnes, mais la méthode de penser, la méthode d'agir est tout à fait la même. Mais là, vous ne pouvez pas vous arrêter là, vous devez donner certainement des illustrations. Oh, sur quel plan vous pouvez... Je prendrai un cas bénin. Du temps du maréchal Mobutu, surtout vers la fin, et c'est là d'ailleurs depuis l'époque coloniale, les lois de la République sont faites pour le gouverner et non pour les gouvernants. Eh bien, ce comportement politique colonialiste qui a continué sous Mobutu continue à fleurir actuellement. Vous verrez les cortèges du chef de l'État, du chef de l'État, du président, des vice-présidents, et même les simples voitures de la présidence, même quand elles ne vont nulle part, elles ont priorité. Elles roulent toutes phares allumées. Ça, c'est un comportement qu'il faut modifier. Aujourd'hui, et pour nous, le gouvernant est celui qui doit être le premier à donner l'exemple, à prêcher par l'exemple. Les lois, c'est d'abord pour lui, parce que rien de tel que l'exemple pour changer la mentalité des gens. Très bien, et vous puisez ainsi la philosophie de votre parti dans un néologisme que je ne connais pas ce mot-là. Vous avez dit la symbiotique. C'est quoi la symbiotique? Comment? Je vais le lire d'abord pour ceux qui nous suivent. La philosophie politique de la CDR est la symbiotique, c'est-à-dire la conscience politique de l'interdépendance structurelle des États qui forment la communauté internationale. C'est assez philosophique et tout ça, assez compliqué. Bon, vous savez, quand on crée un parti, il faut d'abord avoir une capacité de conceptualisation idéologique. Parce que vous êtes en contact avec des expériences nouvelles ou anciennes qui vous donnent des idées nouvelles, il faut savoir les traduire, les ramasser dans des concepts suffisamment étendus en contenu pour que tout le monde puisse comprendre et s'y retrouver. Alors, la symbiotique, c'est quoi? Cela vient de deux mots grecs, sun, avec, et bios, la vie, avec la vie. Et dans mon entendement, dans notre entendement, ça signifie que tout simplement, le fait de partager la vie ensemble. Alors, sur le plan de philosophie politique, nous avons remarqué une chose, c'est que nous vivons ensemble, nous partageons la vie ensemble, je parle de la communauté des États, mais il manque un lien idéologique entre le vécu et le pensé. Et c'est ce lien idéologique qui est le propre de notre philosophie politique qui a dit, voilà, cette absence-là, il faut le combler. Et la conscience politique commence toujours par le constat d'une absence. Nous vivons, mais il n'y a pas de lien entre la façon de penser et la façon de vivre. Aujourd'hui, tout le monde dit que le monde est un grand village. Eh bien, nous ne vivons pas comme des grands villages, les habitants d'un même village. Nous vivons encore comme des habitants reclus en forêt par famille. Non. Ici, l'idée nouvelle, c'est que nous,
nous considérons que nous sommes les membres d'un même village et que nous devons nous comporter en conséquence. D'où d'ailleurs, dans notre devise, nous avons l'universalité, la solidarité et le partage. L'universalité pour nous est une exigence de notre action politique. Pour tout acte que nous posons, nous nous situons comme un élément de l'ensemble de la communauté des États. Donc l'universalité, c'est une pensée permanente qui motive notre action. Eh bien, la solidarité est un devoir. Le fait de vivre dans une communauté, eh bien, vous avez des obligations. Vous devez soutenir, apporter votre part et attendre du reste de la communauté, parce que la solidarité, elle est interactive. Et enfin, le partage. Le partage est un engagement politique que nous prenons, que si jamais nous parvenons à diriger ce pays, soit par nos idées, soit par le fait que nos idées sont portées par des personnes de notre parti au sommet de l'État ou à quelque degré que ce soit, eh bien, nous considérons que le Congo, qui a tant eu, eh bien, a l'obligation de partager. Le partage est un élément d'homéostasie sociale, c'est-à-dire que cela établit un certain équilibre. Pour que le pauvre ne soit pas agressif, il faut que le riche donne. Eh bien, si nous ne voulons pas être agressés par nos voisins parce qu'ils estiment qu'ils sont mal lotis par la nature, eh bien, nous, les Congolais, nous devons être prêts, prévenir en leur proposant « venez partager nos richesses ». Vous parlez bien et en vous écoutant, on a l'impression que c'est presque comme un prêtre qui parle, comme un pasteur d'église. Cette générosité que vous développez dans votre argumentation va un peu à l'encontre de la nature égoïste de la politique. L'homme politique étant par essence guidé par son intérêt, en tout cas l'intérêt de son groupe. Non. Comment vous allez concilier... La politique n'est pas égoïste. La politique est basée sur les intérêts réciproques. Eh bien ici, lorsque nous donnons, nous attendons la sécurité. Nous attendons qu'ils acceptent notre rôle. Nous avons beaucoup à donner. Eh bien, ces gens-là, ils ne peuvent pas nous traiter n'importe comment. Il faut donc les donner, le recevoir. Ben, je reviens encore à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui me paraît fondamental, c'est ce dysfonctionnement dans notre agir, dans notre pensée. Ben, approfondissez un peu ça. À quoi est dû en fait que les hommes politiques, les Congolais en général, ils pensent autrement, ils agissent autrement, ils disent une chose, ils font le contraire. Cette disparité dans la conscience de nos Congolais vient d'où? Ben, je pense que, d'une façon générale, sans être trop prétentieux, je peux dire que cela provient du fait que dans beaucoup de partis politiques, il n'y a pas en réalité de philosophie politique pensée, de philosophie politique en tant qu'expression intériorisée d'une réalité vécue et traduite en concept. C'est cela qui fait que, eh bien, vous dites, on nous pose d'ailleurs la question, est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Est-ce que vous êtes socialiste ou vous êtes... Je dis non. Nous sommes d'abord nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous frappe dans ce que nous vivons? Je dis, tiens, il y a une absence criante d'un comportement logique du fait que nous appartenons à un même monde. Je dirais, le XXe siècle, c'était un siècle des nationalismes étroits. Et le XXIe, c'est le siècle des nouvelles frontières internationales, c'est-à-dire d'un monospace. Le monde est un monospace où chacun doit évoluer. Eh bien, nous considérons que nous sommes le fruit de cette vision, de cette conception du XXIe siècle où les frontières matérielles n'ont plus leur rôle d'obstacle. Les frontières matérielles aujourd'hui, ce sont des ponts. Hein, est-ce que vous n'êtes pas très en avance par rapport à notre monde? Parce que quand vous dites déjà cela, ça présuppose que vous acceptez que l'émigration des peuples, vous acceptez la citoyenneté nationale, vous acceptez en réalité un certain nombre de choses. Vous n'êtes pas en avance? Un peu trop en avance par rapport à... Non, ce que je dis, écoutez, la circulation, la libre circulation des biens et des personnes, c'est un acquis de la CPGL qu'on avait dans le temps.
Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant de Congolais qui demandent des visas et qui sont nationaux des autres partis, des autres États étrangers, etc. Non, l'avantage que nous avons au sein du parti, c'est que nous avons réfléchi, nous avons conceptualisé et nous avons traduit cela en termes politiques. Donc vous serez d'accord pour la question de nationalité, que le Congolais accepte d'avoir sa nationalité congolaise et une autre? D'abord, c'est une question d'équité, de justice, de transparence et de sincérité. Regardez parmi les gens qui nous gouvernent. Combien n'ont pas une double nationalité de fait? Il y a des Américains, il y a des Belges, il y a des Français, il y a je ne sais quelle nationalité. Parce que la nationalité congolaise étant une et exclusive, si vous avez une autre nationalité, que vous ayez renoncé à la nationalité congolaise ou pas, d'office la nationalité congolaise tombe. Donc, nous vivons en porte-à-faux avec nous-mêmes. Réconcilions-nous avec notre conscience. Mais pourquoi ne pas donner à tout le monde l'opportunité d'avoir la nationalité qu'il veut, tout en gardant la sienne et ses origines? Je ne pense d'ailleurs pas seulement aux Congolais. Je vois beaucoup de nos frères occidentaux, asiatiques, qui partagent avec nous les mêmes appréhensions, les mêmes craintes. Beaucoup sont allés en exil, comme nous. Maintenant que le ciel est plus clément, ils reviennent. Alors, soyons contemporains, soyons modernes, soyons du XXIe siècle. Cela ne fait rien. Si, Willy, vous êtes belge et congolais, cela ne veut rien dire. Ce n'est pas une cause de honte. Mais vous envisagez quand même que réalisme politique oblige, votre proposition devra attendre quand même des années pour se faire matérialiser. Ce n'est pas pour demain. Quand nous regardons les tendances actuelles... Quelles sont les tendances actuelles? Vous savez très bien que la nationalité congolaise aujourd'hui, où l'accès à cette nationalité a été l'objet de guerre et tout ça. Oui. Vous savez aussi que la peur que nous n'ayons jamais fait les élections dans ce pays voudrait que si nous ouvrons comme ça et que l'ensemble, toute la sous-région viendra voter ici. Vous savez qu'on pourra recruter des militants même de votre parti en Centrafrique. Non, il faut ou au Soudan. Il faut éviter de vivre de psychose. La psychose, le syndrome de la particularité congolaise. Non, nous les Congolais, nous sommes comme les autres citoyens du monde. Nous avons nos craintes. C'est pour cela que les lois sont là. Le gouvernement est là, le Parlement. Il faut prendre des lois adaptées aux conditions actuelles. Et en plus, moi je suis un leader. Un leader, c'est-à-dire un dirigeant, au sens étymologique. Je ne serai pas dirigé. C'est un combat que je mène que la masse n'a pas encore vu. Et moi je leur dis, venez, nous sommes un parti politique, voilà où nous allons arriver, ben, suivez-nous. Mais c'est le rôle du leader de contrer l'inertie du passé et des facilités. De toutes les façons, personne n'est content de la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors moi, je refuse de me taire. Je ne voudrais pas vivre, comme aurait dit Virgile, comme un animal qui passe son temps à brouter de l'herbe. Alors, et aujourd'hui, il faudra fédérer, il faudra que les Congolais se battent et peut-être vous suivent dans la voie que vous avez tracée. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui nous met ensemble? Quel est le fond, à part ce fond de l'accident de la nature? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut mettre ensemble les Congolais? Ce qui nous met ensemble aujourd'hui, c'est la conscience d'appartenir à une même nation. C'est la conscience d'avoir partagé le même passé. C'est la conscience de partager les mêmes espoirs du futur. C'est cela qui est le plus fort. Lorsque je sillonnais la République pendant la guerre, eh bien, j'étais à Guadeloupe, à Béni, ici. Mais qu'est-ce que j'ai senti partout? Il y avait un besoin parmi la population que les dirigeants s'entendent. Il n'est pas question qu'il y ait sécession. D'ailleurs, aujourd'hui, ce serait une opération assez hasardeuse parce que chacun dans sa famille sort au moins de plusieurs provinces. Moi, j'ai dans ma famille des gens de la province du Katanga, des provinces du Kivu, de la province orientale, etc. Alors, comment voulez-vous que je puisse aller en guerre contre mon propre sang? Et ça, ce sont des données réelles. Ici, c'est un langage, si vous voulez, d'un observateur.
averti et avisé. Ce n'est pas un langage de politicien, c'est un langage d'homme politique. Je ne suis pas là pour faire de la propagande, je suis là pour éclairer. Parce que l'homme politique et un parti politique, ils doivent être la conscience et l'intelligence de la société. Si on vous demandait comme ça, il y a plusieurs partis, quelqu'un veut savoir la raison, après avoir éliminé toutes les raisons, la seule raison qui pourra le faire mener à votre parti, c'est laquelle? Nous sommes un parti porteur d'espoir. Nous avons des idées novatrices. Nous n'allons pas faire... nous n'allons pas tâtonner. Nous n'allons pas tâtonner. Le parti nouveau a un bagage d'expérience qui puisse lui permettre de prétendre... Donc vous êtes un peu contre cette autre vision du renouvellement de la classe politique. Il faudra changer un peu. La classe du passé, ceux qui ont déjà dirigé doivent laisser place aux nouveaux venus. Je vous dirais d'abord, c'est un comportement antipolitique. Nulle part au monde, on a vu un politicien décider qu'un autre politicien ne fasse plus de la politique. Alors c'est de la dictature pure. Le seul qui a l'obligation de décider sur le sort d'un politicien, c'est le peuple, c'est la population, c'est l'électorat. Eh bien, tant qu'il n'y aura pas d'élection chez nous, eh bien, je ne vois pas au nom de quel principe un détenteur de pouvoir m'obligerait à moi de laisser la vie politique. Non, c'est un droit humain fondamental. Et par ailleurs, quand nous regardons autour de nous, vous savez, dans les monarchies, où un monarque, s'il abdique, il ne perd rien. Écoutez, je vois la reine d'Angleterre, elle est là. Elle est là. Elle est là et son fils attend. Monsieur Atundu, vous avez dit tout à l'heure que votre parti était contemporain, c'est-à-dire qu'il se voyait un parti à la hauteur des défis de ce siècle. Tout à fait. Et ce siècle a commencé, vous le savez, avec une autre guerre, c'est contre le terrorisme. Je me suis quand même étonné. J'entends très peu de hommes politiques congolais faire des déclarations sur la marche du monde. Il y a comme un nombrilisme congolais assez étonnant, comme si ce qui s'est passé ailleurs n'avait aucune incidence et ne nous concernait pas. Et même nous, la presse, nous avons peut-être suivi ce pas-là. Aujourd'hui, la menace du terrorisme, vous l'intégrez dans votre parcours politique de quelle manière? C'est une menace contre notre village. Je vous ai dit que nous faisons partie d'un grand village. Eh bien, ce qui s'est fait au bout du village intéresse tout le monde. La menace terroriste, elle est essentielle pour notre communauté parce qu'elle voudrait vicier la volonté politique de l'ensemble de la communauté des nations en utilisant des moyens immoraux. On ne peut pas contraindre quelqu'un à changer d'avis, à faire quelque chose sous la menace d'un acte terroriste, sous la menace de la terreur. Vous savez, la terreur, elle paralyse. Elle vous enlève la moitié de vos capacités intellectuelles, sinon l'ensemble. Et non. Vous ne voyez pas qu'en cela aussi un autre message, celui de l'ordre mondial actuel, l'ordre des choses étant tellement bloqué que peut-être certaines personnes, sans les justifier, sont poussées vers des cas extrêmes? Vous savez, nous sommes un pays, un monde généralement et globalement démocratique. Il y a des forums où nous pouvons nous exprimer. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, et même des organisations spécifiques comme l'EMC, l'Union européenne et tout ça. Mais il y a partout des centres de décision. Les tribunaux pénal international, etc. Qu'est-ce que les Européens ont à faire, excusez-moi, ce n'est pas pour minimiser, à ce qui se passe ici chez nous? C'est tout simplement grâce à l'évolution de la conscience nationale qui fait que tout ce qui se passe dans n'importe quel coin du globe et qui intéresse un être humain, eh bien, doit interpeller et pousser chaque être humain à mettre tout ce qu'il peut pour que l'autre vive aussi dignement que lui-même. Alors, ceci dit, quand vous évaluez la marche de notre pays, je parle vraiment de l'actualité, des 100 jours de ce gouvernement, et en fonction de ce que nous venons de dire tout à l'heure, c'est-à-dire notre capacité de nous intégrer dans le village, je prends votre terme, le village planétaire, vous pensez que notre gouvernance actuelle s'implique suffisamment dans les défis de notre temps? Non. Le seul acquis de nos gouvernants actuels, ce régime de transition, ça il faut le reconnaître, c'est l'apaisement
la décrispation de la vie politique. Pour le reste, nous sommes distraits. Nous ne sommes pas suffisamment impliqués dans les organisations internationales. Nous ne nous préparons pas à jouer ce rôle. Nous ne nous préparons pas. Je vous donne seulement un cas où ce Congo, notre pays, devrait jouer un rôle moteur. C'est la CEPGL. La CEPGL, ce n'est pas Mobutu, Habyarimana et Bagaza. La CEPGL, c'est le Rwanda, le Congo et le Burundi et au-delà. Parce que le véritable CEPGL, la véritable CEPGL, les Grands Lacs, c'est de l'Ouganda au Malawi. Ça fait à peu près 10 pays. Un espace démographique, commercial important. Mais nous, les Congolais, nous devrions être le fer de lance pour cette bataille. Et c'est de cette façon que nous allons jouer un grand rôle dans le NEPAD. Nous ne sommes même pas dans le NEPAD. C'est vrai qu'il y a des documents, nous lisons, etc. Mais c'est comme si on laissait cette bataille au seul président Mbeki et Obasanjo. Nous devons être intéressés. Ce n'est pas de la nature d'un homme grand de taille de passer inaperçu. Serons-nous donc un pays sans ambition? Mais qu'est-ce que j'exprime? Je fais partie de ce pays et j'exprime une ambition. Oui, mais malheureusement, vous n'êtes pas encore au commandes. Et je ne suis pas seul. Oui, mais donc, alors, mais qu'est-ce qui freine? Pourquoi ce pays ne retrouve pas sa grandeur? Parce qu'en réalité, l'absence au niveau international ne correspond même pas, comme la Chine à l'époque, à une force à l'intérieur. Non, tout simplement parce que les intellectuels, l'élite de ce pays, a toujours considéré que la politique était une affaire, excusez-moi l'expression, d'imbéciles. Des gens, des aventuriers. C'est un peu comme on considérait la musique avant. Maintenant, notre présence, quand on voit quand même la qualité des gens qui sont dans notre Parlement, il y a des grands responsables. Et aujourd'hui, un homme politique, il devrait forcer le respect. Mais grâce à son passé, à son expérience et surtout à sa vision, il faut que ce que nous disons puisse répondre non seulement à l'ère du temps présent, mais aux aspirations de nos peuples et de nos voisins. Je vais vous poser 2 questions avant de terminer cette émission. Malheureusement, le temps nous imparti tout à sa fin. La question de la justice. C'est vrai que vous avez dit qu'il y a des hommes d'expérience. C'est vrai aussi que le besoin de notre peuple de se justifier, de se donner de nouvelles raisons d'espérer, c'est que le peuple croit fermement que la justice est possible. Mais vous, les hommes politiques, vous négociez l'impunité, vous négociez l'absolution de ce qui a été du passé. Et vous demandez à ces peuples-là de vous donner encore confiance. Vous savez, la justice, l'administration de la justice est une médicamentation sociale. Hein? Et pour pouvoir administrer un médicament à quelqu'un, il faut le préparer. Pourquoi on donne une période de cure? Vous avez la malaria, on vous dira, écoutez, on va vous perfuser pendant X ans. Et on pouvait aussi vous ingurgiter par la bouche, mais ce serait mortel. Eh bien, la même chose pour l'administration de la justice. Il y a un temps pour tout. Il ne s'agit pas de négocier l'impunité. Nous sommes en processus. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Il faut que l'État, les structures de l'État et ses institutions soient suffisamment fortes et raffermies pour supporter les contre-coups de la justice. Si aujourd'hui, d'aventure, vous dites, nous allons condamner un des belligérants. Hein, écoutez, il y a eu le rapport de Panel. Eh bien, on a cité un tel, on le condamne. Et celui qui est le chef, soit de la rébellion, soit de la partie gouvernementale, il a des armes. Mais ce serait aller contre la dynamique de la réconciliation nationale. Il faut aussi, parce que la justice, il faut éviter que la justice ne soit un élément de vengeance, un règlement de compte. Non, la justice doit se faire dans un climat apaisé. Et puisqu'on parle, je vois que vous faites allusion à certains, eh bien, je ne suis pas d'avis que la mauvaise gouvernance est l'apanage d'une classe et d'une période. Hier, il y avait la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui aussi, il y a la mauvaise gouvernance. Hier, il y avait des voleurs. Aujourd'hui, il y a des voleurs. Alors, ce n'est pas parce que certains voleurs sont aux commandes qu'ils doivent régler le sort de leurs congénères, si je peux aussi m'exprimer. La dernière question que je vous pose, peut-être qui sera la conclusion. Vous dites dans votre document, dans votre dépliant, que vous voulez forger une nation en arc-en-ciel.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la conclusion de cette émission. Eh bien, nous voulons former une nation arc-en-ciel débarrassée de toutes les discriminations accommodantes et dérangeantes. Une nation arc-en-ciel, c'est une nation mélangée, où le noir, le blanc, le jaune, le vert, s'il en existe, puisse se sentir chez lui, où nous sommes débarrassés de toutes sortes de discriminations. Il y a des discriminations dérangeantes. Si aujourd'hui, nous disons, écoutez, nous sommes contre les Blancs ou les Asiatiques, c'est dérangeant, parce que la conscience universelle n'accepte plus ce genre de choses. Mais il y a des discriminations accommodantes. Quand nous disons, écoutez, si vous n'êtes pas ressortissant de ma province, vous ne pouvez pas prétendre à diriger ma province. C'est une discrimination qui est contre les droits de l'homme, qui est contre même le texte de base de notre Constitution. Ces genres de discrimination, nous n'en voulons pas. Et de toutes les façons, ça n'apporte aucune espèce de valeur dans notre processus de développement. Merci beaucoup, M. André Atundu Liongo, président de la CDR, Convention démocrate, excusez-moi, pour la démocratie et la République. Pour votre participation à cette émission, Merci donc d'avoir été avec nous. Nous espérons que vous allez continuer sur ce chemin et nous ne pouvons que vous surveiller parce que vous n'avez plus droit à l'erreur. Vous avez dit que vous êtes un homme d'expérience, donc le chemin que vous allez emprunter doit être un chemin sûr. Et vous allez entendre parler de nous. Merci beaucoup et à la prochaine. À vous aussi, amis téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous, surtout au réalisateur Kabongo qui a bien compris cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine sur la même chaîne avec certainement la même vivacité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tu soulages toutes mes peines. C'est toi qui essuies mes larmes. Où irais-je encore? Tu agis toujours en ma faveur, Jésus-Christ. C'est toi ma forteresse. Tu connais tous mes problèmes avant que je n'ouvre ma bouche. Tu connais le nombre de mes cheveux, c'est pourquoi je n'ai compte que sur toi. Tu soulages toutes mes peines.